La pharma, c'est un domaine qui me parle, qui va toucher aux patients. On connaît tous des gens qui ont des maladies, qui en souffrent, et donc ça a éveillé en moi des petits drivers qui font que j'ai décidé de sauter le pas. Donc on va choisir une cible thérapeutique, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux aller attaquer dans le corps humain. On va utiliser l'IA pour se dire, tiens, c'est ça la bonne cible. On veut pas non plus avoir de rupture de stock, parce que c'est inacceptable d'un point de vue des patients. Et donc le forecast et la prévision des ventes et des utilisations, c'est extrêmement important pour nous. Pour soutenir les cas d'usage, il y a deux assets hyper importants. Avoir une plateforme data à l'état de l'art et la data démocratisation. La plupart des médicaments qui vont sortir auront été pensés AI first. Le challenge absolu, c'est le delivery. Ce tsunami, il est, de mon point de vue, jamais vu. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Deep Talk. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je reçois un invité de marque, puisqu'on va parler de pharmacie, on va parler de recherche et développement, on va parler de stack technique aussi forcément, et d'IA, puisque c'est le sujet du podcast. J'ai le plaisir d'accueillir Brice Miranda, qui est Group Chief Data Officer et AI Officer de Servier. Donc Servier qui est un grand laboratoire français. Bonjour Brice. Bonjour Rémi, bonjour à tous. Enchanté de t'avoir dans ce podcast. Peut-être en introduction, nous parler un petit peu de Servier pour expliquer un peu aux auditeurs qui est Servier et qu'est-ce que fait Servier. Bah écoute, avec plaisir. Donc, Servier, c'est un laboratoire pharmaceutique qui a été créé il y a 70 ans. Qui est présent internationalement, mais qui a la grosse différence avec de nombreux laboratoires, c'est qu'on est gouverné par une fondation. Et donc ça nous permet, en n'étant pas coté en bourse, de pas se focaliser sur des résultats trimestriels, mais de penser temps long. Et par exemple, il y a un chiffre qui est très significatif, c'est qu'on investit 20% de notre chiffre d'affaires tous les ans dans la R&D au service des patients. Hyper intéressant. Donc juste quelques chiffres là pour remettre un petit peu tout le monde. Donc 22 000 salariés, 6 milliards de chiffre d'affaires, présence dans 140 pays. Et puis après on pourra parler des aires thérapeutiques, etc. si tu le souhaites. C'est-à-dire qu'un laboratoire pharmaceutique ne traite pas toutes les maladies. Donc voilà, on a des aires thérapeutiques, les maladies cardiovasculaires, l'oncologie et puis demain la neurologie. Bon, on y reviendra, c'est hyper intéressant. Donc déjà pour le contexte de Servier, peut-être un médicament phare connu chez Servier. Oui, le médicament phare historique, c'est Daflon, parce que Servier, c'est un leader dans les maladies cardiovasculaires et les maladies veineuses depuis la création. Donc c'est vraiment une expertise historique. Et donc le Daflon, c'est un médicament phare. Mais sur l'oncologie, on a une très très forte croissance et on est tout proche de devenir un leader mondial, donc on est sur les cancers rares. Et quant à la neurologie, l'ambition, c'est de venir dans cette aire thérapeutique d'ici 4-5 ans. Bon, hyper intéressant. On y reviendra sur tous ces sujets. Peut-être parler un peu de toi, Brice. Donc aujourd'hui, ça fait 1 an. On va fêter ton anniversaire chez Servier, ce que tu me disais un peu en avance. Et avant Servier, tu as fait une vingtaine d'années chez Orange. Tout à fait. Donc tu es ingénieur de formation et tu as fait une vingtaine d'années chez Orange. Comment on passe de Orange à Servier ? Bah écoute, dans mon parcours chez Orange, qui était très tech, j'étais vraiment orienté tech. Sur la fin, les 4, 5, 6 dernières années, je suis vraiment spécialisé en data IA. D'accord. Et donc, mon souhait, c'était de continuer à poursuivre dans cette voie. Et en fait, il y a eu une opportunité d'aller voir la data IA, de faire levier sur cette expertise finalement, mais dans un autre domaine que le telco. Et donc, la pharma, c'est un domaine qui me parle, qui va toucher aux patients, qui va toucher... on connaît tous des gens qui ont besoin... qui ont des maladies, qui en souffrent, et donc voilà, ça a éveillé en moi des petits drivers qui font que j'ai décidé de sauter le pas. Ouais, je comprends très bien. C'est vrai qu'on a l'impression de faire avancer les choses aussi quand on travaille dans un groupe pharmaceutique. Absolument. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'IA est un peu partout. On la voit dans tous les domaines. Oui. Du coup, c'est hyper intéressant de se dire, mais comment l'IA va aider un laboratoire comme Servier, que ce soit en début de chaîne, à la recherche, développement, mais aussi tout au long de cette chaîne de production d'un médicament. Donc on va prendre cet épisode pour essayer d'expliquer aux auditeurs, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour savoir comment l'IA va aider Servier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on se pose la question, on se dit mais comment l'IA va être utile, parce qu'on parle beaucoup d'IA utile, comment l'IA va être utile dans un environnement comme Servier? Oui, écoute, donc en fait, nous, notre stratégie, c'est on veut toucher toute la chaîne de valeur de la pharma. Donc peut-être un petit mot sur la chaîne de valeur de la pharma. Vous commencez par la R&D, c'est le cœur du réacteur. Il faut découvrir des nouveaux médicaments pour aller traiter les maladies dont la population peut souffrir. Une fois que vous avez l'autorisation de mise sur le marché, vous allez produire votre médicament, donc gérer toute l'industrie et la supply chain. Et une fois que c'est fait, vous allez avoir des points de contact avec les professionnels de santé, et à la fin, le médicament, il est délivré aux patients. Donc, sur toute la chaîne de valeur, on a des cas d'usage d'IA extrêmement intéressants. Donc,
qui nous permettent vraiment d'améliorer l'offre thérapeutique pour les patients. Et puis on a également des cas d'usage pour les fonctions support, de la com au RH, en passant par la finance, la strat, etc. Donc arrivée de l'IA chez Servier, enfin tu arrives chez Servier il y a un an, je pense que l'IA était déjà, en tout cas toute la révolution d'IA générative était déjà en place. Quels étaient tes premiers chantiers que tu as mis en place sur l'IA? En fait, il y avait des quelques initiatives éparses. Moi, ce que j'ai voulu, c'est faire une approche systémique et stratégique. Et donc l'idée, ça a été de choisir 60 cas d'usage prioritaires pour se focaliser, d'aller les valider en COMEX. Donc chez Servier, on aime bien dire, il y a le why, le what et le how. Donc on a dit pourquoi on veut y aller, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est les 60 cas d'usage et comment on veut y aller. Et donc voilà, on a sélectionné 60 cas d'usage sur l'ensemble des métiers, l'ensemble de la chaîne de valeur, qui sont nos cas d'usage prioritaires. C'est une liste qui peut être amenée à évoluer, mais au moins on sait où on va et on a 3 ans pour délivrer tout ça et pour aller transformer l'entreprise sur cette base-là. Alors la vraie question que tout le monde se pose, et c'est vrai que c'était un peu l'enjeu de tous les Chief Data Officers ces dernières années, ces derniers mois, c'était mais comment on priorise ces cas d'usage et qu'est-ce qu'on met en avant et qu'est-ce qu'on met en avant, parce qu'on imagine bien que vous avez énormément de cas d'usage qui ont été proposés, et comment on arrive du coup à cette matrice qui fait qu'on a choisi ce cas d'usage et pas un autre. Ouais, donc ça c'est hyper intéressant, merci. En fait, on a combiné une approche que j'appelle bottom-up et top-down. Donc top-down, on sait qu'il y a des grands paris qui sont incontournables, et bottom-up, on a fait avec l'ensemble des métiers, parce qu'on a des relais dans chacun des métiers, des digital leaders dans chacun des métiers qui nous ont aidés à faire ça. On a fait des workshops et on a collecté le bottom-up. Ça nous a amené à environ 240-250 idées. Et ensuite, on a passé ça à des tamis de priorisation. Le premier tamis, c'est la cohérence avec nos grands arcs stratégiques, nos grandes orientations stratégiques. Donc ça nous a permis de réduire. Et puis après, il y a un deuxième tamis qui est une étude sur la valeur et sur la difficulté d'implémentation. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette liste des 60. Ce que je pourrais rajouter, c'est que quand on a une liste de 60, on n'a pas encore une story globale. Il faut aussi qu'on ait une story globale de transformation dans les 3 années à venir, de digitalisation de chacun des métiers. Très clair. Du coup, est-ce que tu peux nous citer sur ces 60 cas d'usage, les cas d'usage avec le plus d'impact qui ont été mis en place? Oui, ou qui sont en cours de mise en place, parce que c'est dans les 3 ans à venir. On va commencer par la R&D, c'est quasiment 50% de mon budget, 50% de mon effort. Dans la R&D, ce qu'on veut, il y a 2 enjeux dans la R&D de toutes les boîtes pharmaceutiques, c'est la probabilité de succès et le temps de mise sur le marché. Il faut savoir que la probabilité de succès, quand vous débutez votre recherche, elle est inférieure à 5%, et le délai de mise sur le marché, il est de 10 à 15 ans. Tu veux dire qu'il y a 95% des recherches qui ne vont pas au bout? Absolument, c'est exactement ça, même plus, 97, 80, selon les chiffres, au moins 97. Et donc, il faut savoir que ce sont des choses qui ont tendance à augmenter. Pourquoi? Parce qu'on peut considérer que l'ensemble des médicaments faciles à découvrir, ils ont déjà été découverts. Et donc, dans la pharma, il y a une loi qui s'appelle la loi de Hieroum, qui est l'inverse de la loi de Moore, et qui montre que systématiquement, la probabilité de succès tend à se réduire et le délai de mise sur le marché tend à augmenter. Et ça, c'est pas soutenable économiquement, puisqu'après, il y a des logiques de brevets qui s'arrêtent, etc. Vous déposez votre brevet au début, des 10-15 ans. Et il dure combien de temps le brevet? 25 ans, donc voilà. Donc il faut arrêter ça. Et l'IA, elle va... On le sait aujourd'hui, c'est l'espoir numéro 1, c'est le levier numéro 1 pour aller casser cette loi de Hieroum. Et nous, ce qu'on veut, c'est doubler notre probabilité de succès et réduire de 20% notre temps de mise sur le marché dans la R&D. Donc ça, c'est les objectifs qu'on vise et auxquels on veut contribuer grâce à l'IA. Après, il n'y a pas un cas d'usage qui va faire ça en R&D, il y a beaucoup de cas d'usage qui vont aider. Et donc, si je rentre un peu dans les détails, si je simplifie à l'extrême comment on découvre un médicament, donc on va choisir une cible thérapeutique, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux aller attaquer dans le corps humain. Qu'est-ce que je veux guérir? Voilà, qu'est-ce que je veux guérir, qu'est-ce que je veux attaquer. Et donc là, par exemple, on va utiliser l'IA pour se dire, tiens, c'est ça la bonne cible, pour prédire est-ce que c'est la bonne cible. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, vous allez développer votre composé chimique ou peut-être votre composé organique, biologique pour aller s'attaquer à cette cible. Et là, encore une fois, l'IA va vous aider dans des approches un peu qu'on va appeler de novo, in silico, c'est-à-dire vraiment numérique, d'aller essayer. Donc ça, c'est ce qui est nouveau, c'est la nouvelle tendance d'aller vraiment dessiner la molécule ou le composé biologique. Alors j'ai fait une petite recherche, je crois que vous utilisez des jumeaux numériques. Oui, on faire ça. C'est une méthode qui vous permet d'aller plus vite? Oui, en fait, on a plusieurs partenariats stratégiques. Donc là, en l'occurrence, c'est avec une société qui s'appelle Aïcia,
qui nous permet de modéliser un peu l'évolution d'une maladie. Et ça nous permet de gagner en compréhension sur la maladie et peut-être d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques auxquelles on n'avait pas forcément pensé, en voyant comment la maladie évolue, ou alors de prédire, par exemple, les effets à long terme de la substance qu'on imagine, non seulement sur la maladie, mais aussi en termes d'assimilation, en termes de ce qu'on appelle safety, c'est-à-dire des effets secondaires, etc. Donc il y a ces sujets de jumeaux numériques, et puis après, une autre façon un peu plus traditionnelle, c'est-à-dire vous faites beaucoup de tests in vitro, par exemple, mais après il y a des machines qui optimisent un petit peu ces tests, mais après vous avez des tonnes et des tonnes de résultats analysés, donc l'IA va vous aider à analyser les résultats et à voir qu'il y a un composant chimique qui répond comme vous le souhaitez, qui est intéressant à creuser. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle de l'optimisation, des lead optimization, c'est-à-dire vous avez votre molécule grosse maille, mais vous devez l'affiner pour qu'elle soit plus efficace, mieux assimilée, avec le moins d'effets secondaires possible, etc. Donc ça, c'est vraiment toute la phase de recherche. Et ensuite, vous rentrez dans la phase de développement. Donc ça, ce sont les essais cliniques. Là, vous allez optimiser avec... il y a beaucoup de documentation à produire. Donc là, on va utiliser classiquement de l'IA générative, mais pas de l'IA générative généraliste. On va bien former pour notre besoin, pour rédiger l'ensemble des documents. Vous allez optimiser votre choix de patients avec l'IA en choisissant les bons patients, les bons sites, les bons hôpitaux, par exemple, pour faire votre essai clinique. Vous allez aussi optimiser votre synthèse chimique, par exemple, parce que en recherche, les chercheurs, ils sont sur la synthèse chimique, ils sont sur l'efficacité de la molécule. Ensuite, quand vous passez de façon un peu industrielle, vous êtes sur la pureté. Donc, la synthèse chimique change complètement entre la phase de recherche et la phase de développement. Et l'IA peut vous aider à trouver des nouvelles étapes. Voilà. Donc, il y a énormément de cas d'usage en recherche et développement. Ensuite, vous obtenez votre autorisation de mise sur le marché. Il y a vraiment la production industrielle et la supply chain. Donc là, c'est un peu plus classique. On va aller dans le grand classique de maintenance prédictive, d'optimisation de nos process, d'optimisation de notre conso électrique, de notre empreinte carbone, de prévision des ventes. Parce que vous voyez bien que en médicaments, on veut pas avoir de surstock parce que financièrement, c'est complètement inefficace. Mais on veut pas non plus avoir de rupture de stock parce que c'est inacceptable d'un point de vue des patients. Et donc, le forecast et la prévision des ventes et des utilisations, c'est extrémement important pour nous. C'est des sujets un peu plus classiques en IA qu'on voit souvent chez d'autres personnes. Ouais. Et ça, vous l'utilisez depuis un moment, j'imagine? Non, enfin, il faut être modeste. On y va. On y va tranquillement. On a des choses qui sont plutôt de l'analytics plus aujourd'hui. Et on va sur l'IA. Et après, si je simplifie à l'extrême, dans les relations aux professionnels de santé et aux patients, on va vers l'hyper-personnalisation parce que c'est lié avec la médecine de précision. Et un peu comme sur Netflix, si vous voulez, vous êtes un professionnel de santé, vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Donc vous voulez avoir accès au contenu qui vous intéresse et pas au contenu que la société pharmaceutique a envie que vous lisez. Donc c'est comment à chaque médecin, à chaque professionnel de santé, on lui pousse le contenu qui l'intéresse, qui répond à ses questions, qui l'interpelle. Et pareil pour le patient. Le patient, il veut qu'on lui parle de façon individualisée, il n'a pas envie qu'on lui parle de façon globale. Et c'est tout notre concept de médecine de précision, le bon médicament pour le bon patient sur la bonne maladie. C'est très clair. On voit bien que l'IA aujourd'hui rentre à fond dans toute la chaîne de production d'un médicament, que ce soit de la R&D, de la production, jusqu'à même la documentation, ce que tu disais pour le personnel. Quelle a été aujourd'hui, avec le recul que tu as, la plus grosse difficulté, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a eu énormément, en tout cas pendant des années, d'époques qui ont été faits, donc des proof of concept, des petites démos. Quelle a été la plus grosse difficulté pour passer du POC à la mise en production sur un cas d'usage, par exemple? Alors, nous, on a une organisation qui est assez avancée là sur le sujet. C'est-à-dire qu'on dit qu'on est en mode agile. Donc, quand on veut lancer un projet, c'est une équipe agile métier plus mes équipes. Quand on est en make, parce qu'il y a le sujet du make or buy, mais quand on est en make, c'est une équipe agile entre mes équipes et le métier, avec le business owner chez le métier, etc., qu'on construit et justement qui a pour cette mission, avec le product owner, de pas s'arrêter au POC et d'aller, donc on fait POC, MVP et puis mise en production. Donc ça, c'est assez sous contrôle parce qu'on a des process, même si Servier n'est pas spécialement une boîte de process, là-dessus, on a réussi à mettre en place les process qui font qu'on y va. Ça n'empêche pas que, notamment en recherche, vous avez des phases très amont exploratoires avant de décider de lancer un projet, parce que qui dit process dit une certaine lourdeur. Enfin, il faut mettre en place une équipe. Et donc, il faut qu'on soit vigilant dans les phases. Il y a bien une phase très exploratoire où on va regarder des potentiels.
avant de basculer dans... Mais quand nous on est en POC, normalement on va jusqu'à la prod, sauf si le POC n'est pas concluant. Mais si le POC est concluant, on a cette légitimité pour aller jusqu'à la mise en production avec notre process et nos équipes. On parle justement de data platform, on parle de stack technique. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un partenaire qui vous accompagne sur toutes ces mises en production sur les sujets IA? Oui, alors en fait moi ma vision c'est que pour soutenir les cas d'usage, il y a deux assets hyper importants. Avoir une plateforme data à l'état de l'art et la data démocratisation, tout ce qui est change management, adoption, et également data governance. Mais on en reparlera. Donc sur la plateforme data, oui, nous avons signé un partenariat stratégique avec Google et notamment Google Cloud Platform sur laquelle nous avons construit notre plateforme à l'état de l'art. Donc si tu souhaites, je peux rentrer un peu dans les détails. Rapidement sur ce que vous utilisez, j'imagine. Donc ce qui est intéressant avec Google, c'est qu'on utilise leurs vaisseaux amiraux, BigQuery. Moi, je suis absolument fan de BigQuery, Vertex, demain Agent Space, mais qu'ils ont une approche ouverte. Donc voilà, nous on a aussi du Fivetran pour l'ingestion, par exemple. Je vais pas tout citer, mais du DBT pour la transfo. Sur la vise, on fait du Streamlit et du Power BI. On a des outils de data gouvernance aussi, Data Galaxy Sifflé. Enfin, voilà, on a beaucoup d'outils qui viennent... Très moderne stack. Ouais, on a une très très moderne stack. Je pense qu'on a vraiment une stack à l'état de l'art. Mais enfin, à mon avis, c'est indispensable pour réussir la transformation. C'est un asset. C'est aussi ça qui fait que les cas d'usage sont passés du POC à la production de manière aussi fluide. Absolument. Parce que vous êtes accompagné par cette plateforme-là. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit revenir souvent. C'est-à-dire qu'il faut avoir derrière un hyperscaler pour vous aider sur ces sujets-là. Aujourd'hui, en IA, est-ce que vous avez vraiment réussi à créer une nouvelle molécule? C'est une question que tout le monde se pose. Alors, c'est une question en fait ça veut rien dire en fait. Les molécules créées par l'IA, ça veut rien dire. Ce que vous pouvez dire, c'est le AI driven molecule design, c'est-à-dire en fait ce qu'il faut, c'est que ça soit by design. D'accord. Et puis nous de toute façon on a une logique d'innovation. Moi, on s'en cache pas, qu'on appelle One Innovation Engine, c'est-à-dire soit on fait en interne, soit il y a des biotech qui font tout ça. Toutes les biotech aujourd'hui, elles basculent sur le AI driven. On peut en parler. On peut en citer une peut-être, biotech avec qui vous travaillez? Alors, nous on travaille avec Owkin, ce qui n'est pas vraiment une biotech, mais en tout cas qui est un partenaire IA hyper important. Donc Owkin, voilà, c'est une société française, une licorne française, qui s'oriente sur la découverte de médicaments AI driven. Mais c'est pas l'IA qui découvre. Je pense que ça, c'est une vision un peu simplifiée. C'est l'IA qui assiste et qui permet de casser la loi d'Iroom dont je parlais tout à l'heure pour augmenter la probabilité de succès et diminuer le TTM. La vraie vie, c'est ça. Ok, donc dans la vraie vie, on crée pas. On demande à l'IA, merci de me créer la molécule. Non, ça marche pas. On n'y est pas encore. On te comprend pas demander en tout cas. Alors c'est vrai qu'il y a eu des interviews récentes où les gens disent à 10-15 ans peut-être qu'on va tout trouver. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va énormément aider, ça va probablement révolutionner la découverte de nouveaux médicaments. Bon, je rebondis sur Owkin du coup, société française, start-up française. Du coup, est-ce qu'il y a un élan de souveraineté quand on fait un choix? Alors, on parlait tout à l'heure du make or buy, mais bon, quand on fait du make, du coup, vous utilisez vos plateformes. Mais quand vous achetez une solution, quand en tout cas vous faites un partenariat avec une solution, est-ce qu'il y a cette souveraineté qui rentre en jeu? Alors la souveraineté, c'est un sujet complexe qui a repris toute sa place récemment. Nous déjà, ce que je veux préciser, c'est que certes, on a nos données dans la Google Cloud Platform, mais on a la clé de chiffrement qui est hébergée chez un acteur souverain français qui est Thales. Donc là-dessus, on est quand même bien protégé. Puisque toutes nos données sont chiffrées, et donc sans la clé de chiffrement, c'est quand même très compliqué. Ensuite, au-delà de ça, c'est vrai que à performance égale, il n'y a pas de raison de pas privilégier entre guillemets un acteur européen quand on le peut. Mais moi, j'insiste, c'est à performance égale et à expertise égale, parce que nous, au bout du bout, on est une société internationale. Les patients, ils souffrent internationalement, et donc on doit servir les patients de façon internationale. Donc d'abord, la concurrence est internationale aussi. Ouais, absolument. Donc d'abord l'efficacité, et ensuite, effectivement, on peut se poser la question. Entre deux acteurs équivalents, de éventuellement privilégier un acteur européen.
Tu parlais tout à l'heure de différentes, alors avec tes termes, de différentes maladies que vous allez traiter sur différents problèmes. C'est quoi aujourd'hui l'expertise chez Servier? Vers où vous tendez? Donc l'expertise historique, ce sont les maladies cardiovasculaires et veineuses, où je sais plus si je l'ai déjà dit, mais où on est un véritable leader. Et là, on va faire plutôt de l'innovation incrémentale. Là où on est en train de croître énormément, c'est dans l'oncologie et les cancers rares. Où on est vraiment en train de devenir un leader avec les cancers rares du cerveau, les cancers gastro-intestinaux par exemple. Et puis la troisième aire thérapeutique sur laquelle on n'est pas encore, mais c'est une aire thérapeutique, voilà, aire thérapeutique dans laquelle on veut rentrer, c'est la neurologie, on va dire à horizon 2030. Et du coup, ça consiste en quoi par rapport à l'IA? Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà mis en place avant? Oui, c'est ça. En fait, pour rentrer dans une aire thérapeutique, il faut avoir un portefeuille de médicaments. Pour avoir un portefeuille de médicaments, il faut trouver des médicaments. Et donc là, on revient à la discussion de tout à l'heure, où l'IA doit nous aider à trouver les médicaments. Donc en fait, on a un pipeline, on a des molécules qui sont ce qu'on appelle en early dev ou late dev en recherche, et puis après early développement ou late développement. Et donc l'IA doit nous aider à construire ce pipeline. Avec à chaque fois, on se rappelle, des probabilités de succès qui augmentent, mais qui sont à 100% qu'à la toute fin, donc au bout de 10-15 ans. Et donc, vous avez besoin de construire un pipeline pour que, finalement, il y ait une molécule qui réponde, une molécule ou un composé biologique qui réponde à un besoin thérapeutique et qui soit autorisé à mettre sur le marché. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller dans l'art thérapeutique. Très clair. Il y a un sujet aussi qui est toujours d'actualité d'ailleurs, c'est la réglementation. Donc on parle souvent, on en a parlé beaucoup au début d'année de l'IA Act, qui est une réglementation européenne qui est censée réglementer un peu les outils IA. Comment vous gérez aujourd'hui le triptyque innovation, réglementation et cas d'usage à impact? Alors, il faut savoir que déjà la pharma, c'est très 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 réglementé, très régulé. Je pense avec la banque, j'allais te dire avec la banque. Il y a une petite compète, mais globalement, donc on est habitué, donc on est structuré pour faire ça. Donc, comment dire, nous sur l'IA Act, on s'est très vite mis en ordre de bataille. C'est-à-dire qu'il y avait une première échéance en février, on est bon, on a recensé l'ensemble de nos cas d'usage, on les a assessés, tout va bien. Il y a une autre échéance qui arrive en août, on sera prêt évidemment. Et ensuite, on a pris ça. En fait, c'est quand même vu comme la première loi européenne extraterritoriale. Et moi, je pense que toutes les entreprises, y compris Servier, on a un problème de focus sur l'IA parce que ça part dans tous les sens. Le buzz, il est phénoménal. La vitesse, elle est phénoménale également. On a quand même un problème de focus, sinon on va se disperser, on va pas aller chercher la valeur. Et l'avantage de l'IA, c'est que ça me permet de tout voir passer. Puisque même en dehors de l'Europe chez Servier, toute initiative doit être vue et doit être supervisée par l'IA Act. Donc en fait, on a mis en place un process qui fait que toutes les initiatives d'IA, elles rentrent dans ce processus-là, on les voit passer, on les assesse en make or buy, on les assesse vis-à-vis de l'IA Act, et ensuite, selon nos décisions, on les déroule dans le process. Par exemple, si c'est du MEC, le process dont je parlais tout à l'heure, qui nous permet de ne pas nous arrêter au POC. Voilà. Ok. Aujourd'hui, tu en as parlé tout à l'heure, en tout cas, c'était du change et de la transformation. Comment vous faites pour embarquer les équipes? C'est un vrai sujet parce que on entend que sur la partie technique, sur la partie technologique, vous êtes très avancé, vous y arrivez, vous faites du POC jusqu'à la mise en production. Mais c'est vrai qu'on se dit toujours, si cette application elle est développée et que personne l'utilise, on l'a un peu fait pour rien. Oui, c'est ça. La valeur, c'est zéro. Voilà, valeur zéro. Moi, ce que je dis toujours, c'est le meilleur cas d'usage du monde non utilisé, valeur zéro. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler justement de tes taux d'utilisation, des cas d'usage que vous avez déjà mis en production chez Servier? Alors, oui. Donc déjà, on a une stratégie, c'est-à-dire que alors déjà, moi, ce que je pense, c'est que l'IA, c'est très différent de l'analytics avancée. Donc, il y a un vrai mindset à aller chercher dans les métiers pour qu'ils changent. Donc là, on a toute une stratégie d'acculturation et d'accompagnement pour que ce mindset se fasse et que tout le monde comprenne bien. Il y a un sujet de lâcher prise avec l'IA qui est moins explicable et encore moins avec les IA génératives que l'analytics. L'analytics, on peut toujours comprendre ce que ça pousse. L'IA, c'est plus compliqué. Donc, on a déjà ce premier sujet. Ensuite, on essaie de faire tous les sujets d'IA, comme ils rentrent dans notre process, ils doivent avoir une stratégie d'adoption de change management. Donc c'est, on va dire, l'adoption by design. En plus de nos travaux globaux qui sont gérés dans mes équipes, chaque projet doit avoir sa stratégie d'adoption. Et ensuite, chaque projet donc va mesurer l'utilisation. Donc là, j'ai pas tous les chiffres en tête. Va mesurer l'utilisation de son cas d'usage. Je peux citer un cas d'usage que toutes les entreprises font,
qui est le LLM sécurisé. Et là, nous, on a 6000 utilisateurs actifs sur une entreprise de 21 000 et encore, je devrais dire 15 000 parce que tout le monde n'est pas éligible encore au produit. Donc voilà, on a sur celui-là, on a un taux d'utilisation actif, je précise, pas qui est venu se connecter pour jouer, qui nous intéresse et qu'on veut développer en enrichissant la solution au fil de l'eau. Du coup, vous formez vos équipes, j'imagine, à ces nouveaux outils. Oui. C'est quoi? C'est une politique de formation? C'est à la demande? C'est un catalogue de formation? Alors, on a évidemment un catalogue de formation en ligne, etc. Mais l'année dernière, ce qui a été intéressant, c'est qu'on s'est focalisé sur une learning expédition et notre choix stratégique, ça a été de le faire sur le top 150 de la boîte. Parce que on pense que malgré tout ce qui peut se dire, il y a que ça a quand même un impact d'avoir le top 150 avec nous. Donc, on a fait tout un chemin. Pendant une année, avec des interventions externes, avec des visites terrain, avec des plein de choses, des formations. Oui, parce qu'il faut imaginer que Servier, c'est pas que à Paris, c'est non, partout, c'est vraiment mondial. Il y a des labos, mondial. C'est vraiment, on est vraiment. Donc ça vous a pris une année pour aller chercher cette population. Par exemple, on a eu la chance et l'honneur d'avoir, il y a un séminaire pour cette population, d'avoir 2 heures sur un séminaire d'1 jour et demi dédié à l'IA. Dans une boîte pharmaceutique, c'est assez remarquable. C'est pas ça reste pas le cœur de métier business, sur le sujet. Voilà, 2 heures sur 1 jour et demi de séminaire. Il y a un séminaire annuel, voilà, en physique. Donc voilà, ça fait partie de toute cette learning expédition. Et cette année, on va multiplier ça. C'est-à-dire on va pas simplement s'adresser à ce top 150, on va faire une stratégie par strat et par persona, les managers, les pas managers, etc. Donc on va démultiplier cette learning expédition sur l'ensemble de l'entreprise avec une stratégie, encore une fois, par persona. Donc c'est encore en cours de définition. Donc des parcours de formation, des parcours d'acculturation, pour que l'ensemble de l'entreprise se transforme, parce que c'est indispensable. Je rebondis sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que quand on pense à cette formation, on pense aussi à la crainte que peut-être que les salariés ont avec l'arrivée de l'IA. Les sujets qu'on entend toujours, c'est je vais être remplacé par l'IA, mon travail va être remplacé par l'IA. J'imagine que c'est des sujets que vous avez évoqués auprès de vos salariés. Est-ce qu'il y a une politique, déjà, quel est ton avis là-dessus? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a une politique sur le upscaling, rescaling des ressources? Alors, bon, déjà, donc c'est une crainte qui existe de façon universelle, mais chez Servier, c'est une entreprise qui est en forte croissance. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on est à 6 milliards de chiffres et qu'on vise 10 à horizon 2030. Donc les gens, ils se disent plutôt comment je vais réussir à faire tout ce que j'ai à faire. C'est quand même plutôt ça le mindset général. Et donc dans ces conditions, l'IA c'est vu comme une aide. Et moi, je pense vraiment qu'on est dans des logiques d'IA augmentée. La décision finale, elle reviendra toujours à l'humain. Simplement, ça va aider nos populations en recherche, en développement, en industrie, à faire leur travail et à absorber la croissance. Nous, aujourd'hui, chez Servier, la question, c'est il faut qu'on exécute cette croissance. On sait que ça va bien se passer, mais il faut pas qu'on se rate dans l'exécution. L'IA, elle va aider dans l'exécution et puis elle va préparer le futur, post-2030, notamment en recherche, en nous permettant d'amener de nouvelles molécules et de nouveaux médicaments sur le marché. Ok, donc du coup plutôt une aide. Oui, c'est ça, c'est une augmentation. D'accord. Et donc évidemment, c'est ce qu'on répète, c'est ce qu'on explique dans nos formations et dans notre politique d'acculturation, dont je parlais tout à l'heure. C'est vrai. D'ailleurs, c'est un peu ton rôle en tant que utilisateur de faire de la pédagogie, de la structuration. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'une dernière découverte que tu as fait dans des salons ou dans des choses, des voyages où tu as fait? Écoute, moi, dernièrement, j'ai eu la chance de participer à l'événement Next de Google. Donc, il y a toujours une puissance qui est impressionnante. Et puis, il faut savoir que nous, on a fait ce partenariat stratégique avec Google également parce que ils sont très intéressés dans le domaine de la santé. Donc là, il y a des innovations énormes. Et puis, je suis obligé de citer, je suis pas obligé, mais en tout cas, il y a AlphaFold de DeepMind qui j'allais t'en parler. qui est quand même quelque chose de révolutionnaire, c'est-à-dire que c'est en train de résoudre des problèmes qui étaient inaccessibles au cerveau humain parce que qui n'étaient pas devenus trop complexes intellectuellement, mais qui nécessitaient trop de données, quelque part trop de puissance, c'est-à-dire prédire, par exemple, AlphaFold, ça prédit la structure des protéines sur la base de la séquence en acides aminés, par exemple. Je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que tu penses que dans les 10 prochaines années, on pourrait voir arriver la naissance d'un médicament qui est IA native, qui a été créé uniquement par l'IA, avec quelques interventions humaines, bien sûr, mais
Non, ce que je te disais tout à l'heure. Alors, moi, j'aime pas trop faire Madame Irma, hein, donc je laisse les professionnels de la prédiction s'exprimer. Mais moi, je crois plutôt à AI driven. Oui, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, je pense que la plupart, c'est pas un, c'est la plupart des médicaments qui vont sortir auront été pensés AI first. Dans l'ensemble des étapes dont je parlais tout à l'heure, le choix de la target, le design de la molécule, son optimisation, la prédiction de son efficacité, mais également de son indication dans le corps humain, parce qu'en fait, un médicament peut être très efficace, mais s'il n'arrive pas jusqu'à l'organe qu'il veut toucher, par exemple dans le cerveau, il y a un exemple qui est très connu, c'est qu'il y a une barrière naturel qui protège de plein de choses, mais qui aussi filtre beaucoup de substances. Et donc, souvent, quand on va être traité soit les maladies neurologiques, soit les cancers cérébraux, il faut avoir une molécule qui soit brain pénétrante, comme on dit, qui arrive à atteindre l'organe qu'elle doit atteindre pour être efficace. Donc tout ça, l'IA va l'aider à le prédire, également la safety avec les sujets de toxicité. Parce que c'est ça qui fait que la probabilité de succès, des fois vous avez une molécule très efficace, mais qui a des problèmes de safety ou d'assimilation. Bon. Dans ce que tu dis, on essaie d'imaginer un peu le traitement de demain. Est-ce que tu penses qu'on se dirige vers un traitement qui va être ultra personnalisé pour les patients et qu'on pourrait imaginer une molécule qui serait pénétrante pour toi mais pas pour moi, par exemple, parce qu'on a analysé mes datas avant et on sait que du coup moi j'ai cette barrière et toi tu l'as pas. Est-ce qu'à terme on se dirige vers une médecine ultra personnalisée? Donc oui, donc pour cette partie de la question, oui, c'est ce qu'on appelle nous la médecine de précision, ce qu'on est en train ce que l'ensemble de l'industrie est en train d'affirmer, je vais même pas dire de découvrir parce que c'est assez connu, c'est que en fait quand on va parler de cancer de tumeurs au cerveau, en fait il y a plusieurs types de tumeurs au cerveau. Quand vous allez parler de tumeurs au sein, en fait il y a plusieurs types, et donc en fait l'idée c'est d'aller attaquer à chaque type de tumeur son traitement. Et après, effectivement, il y a les données de l'individu qui vont aussi prendre en compte. Donc oui, on va de plus en plus vers cette fameuse médecine de précision qui va individualiser les traitements. Voilà. Après, est-ce que c'est sur l'exemple que tu as cité, dont je suis pas complètement sûr, mais voilà, on va vers une individualisation de plus en plus grande des traitements à mesure que la science avance et qu'elle comprend que vous avez, par exemple, des tumeurs qui sont liées à une mutation génétique et puis d'autres qui ont d'autres causes racines. Et ben même si les deux sont des tumeurs du cerveau, vous n'allez pas les traiter de la même façon. Super intéressant. Si on rentre un peu, du coup, si on part un peu plus sur les sujets d'actualité technologique qui sont liés à l'IA, le boom en ce moment, c'est ce que tout le monde entend, c'est les agents IA. Absolument. Je passe du coq à l'âne, mais les agents IA. J'ai encore fait 2-3 salons cette semaine où ils parlaient de ça. Quelle est ta position par rapport à ça? Est-ce que c'est un peu de l'euphorie? Est-ce que c'est des choses alors j'ai plusieurs sons de cloche. Il y en a qui vont te dire c'est du RPA amélioré et on en a déjà fait avant. Il y en a qui vont te dire c'est ni plus ni moins que l'évolution classique des LLM. Quelle est ta position sur ces agents IA? Est-ce que c'est plutôt, on va dire, un effet d'annonce ou il y a un vrai sujet de fond? Alors ça, bon, je pense qu'il y a un sujet de fond, mais qu'il y a aussi beaucoup de marketing autour du sujet. Donc en fait, si on parle des agents IA, on peut pas dire que c'est le RPA amélioré, puisque le RPA c'est déterministe et les agents IA tels qu'ils sont pensés, c'est non déterministe. Donc si c'est... Pour expliquer un peu aux auditeurs, déterministe, ça veut dire qu'on a dit qu'est-ce que tu dois faire, voilà. L'agent, et l'agent IA est censé être faire automatiquement sans qu'on lui dise. Voilà. Donc il y a en fait, oui, je pense que la robotisation augmentée à l'IA, c'est quelque chose qui existe déjà et qui va arriver rapidement, c'est-à-dire un robot à qui on a dit tu fais ça, et qui va interroger des API d'IA pour progresser et faire des actions. Les agents dont tout le monde parle, c'est l'autre partie, c'est-à-dire on laisse l'IA générative décider. Et ça, moi je le vois beaucoup en slide, je l'ai pas beaucoup vu en production, ou alors je l'ai vu par exemple sur des agents qui font de la veille techno. Ok, ça en fait s'ils se trompent, c'est pas très grave. Mais si on veut aller chercher la valeur, il faut qu'on aille sur les process les plus importants de l'entreprise. Et donc si on va sur les process les plus importants de l'entreprise, la question c'est comment on contrôle tout ça, comment on met tout ça dans une boîte pour cette question de lâcher prise dont je parlais tout à l'heure. Donc par exemple quand j'étais en déplacement, y compris Google, quand vous allez dans les workshops, vous savez, dans ces événements, ils font des vrais workshops quand vous avez envie de rentrer dans le sujet. Le marketing descend un petit peu et par exemple, ils parlent de stratégie de pricing. Oui, il y a des agents, ils savent créer des agents qui vont automatiser des changements de stratégie de pricing en B2C. Là, on n'est plus dans la pharma et qui vont coordonner plusieurs agents. Mais il faut leur donner un cadre
Parce que on voit bien que si vous lâchez complètement prise et que le process se fait complètement automatiquement, il faut absolument avoir réussi à contrôler ces agents. Personne ne pourrait brancher aujourd'hui un agent IA à un système opérationnel. Ce serait très dangereux. En tout cas, c'est une prise de risque énorme. Donc, c'est une question de confiance. Donc, moi, je pense que c'est émergent. Est-ce qu'on va réussir? En fait, la question, c'est comment on contrôle. Donc, allons déjà faire nos assistants évoluer avec le RAG, etc. Donc, qui savent ensuite... Effectivement, faisons aussi notre automatisation augmentée à l'IA avec RPA plus IA. Et les agents, on va regarder un peu comment la techno. Donc c'est sûr que ça va très vite. Il y a tous ces protocoles qui sont sortis, le MCP, le I2A que Google pousse. Donc oui, il se passe quelque chose, mais j'ai encore un petit doute sur est-ce qu'on lâche complètement prise sur les process les plus à valeur d'une entreprise. Donc à regarder. Ouais. On garde un aspect là-dessus. On n'a pas parlé de multimodal aussi. On parle beaucoup d'agents LLM. On n'a pas beaucoup parlé. Je sais qu'on parlait avant le podcast. On parlait d'images, de vidéos aussi. Ouais. Est-ce que c'est des sujets que vous regardez? Oui, c'est des sujets qu'on regarde qui sont pas notre cœur de métier, mais par exemple, évidemment, dans la com, la génération de visuels, c'est quelque chose d'essentiel, et donc ça va venir perturber dans toutes les entreprises du monde. L'écosystème va s'en retrouver perturbé parce qu'on se rappelle, il y a 2 ans encore, tout le monde riait, il y avait 5 doigts, etc. Maintenant, plus personne rigole. Plus personne doigt et ça va très bien. Plus personne rigole. Donc, je pense que là-dessus, ça va perturber. Donc, ça fait partie de nos cas d'usage, de nos 60. Il faut qu'on choisisse notre outil. Donc là, ça sera évidemment en buy et pas en make, de génération d'images officielles pour nos équipes de com. Quand on regarde un peu cette petite guerre justement sur les évolutions entre les États-Unis, la Chine, la France, est-ce que tu as un point de vue du coup sur l'écosystème français, des startups en général et de l'IA en France? Oui, alors c'est toujours un petit peu casse-gueule comme question, mais c'est les questions de la fin. Ouais, écoute, évidemment, les États-Unis et la Chine ont une puissance. À la fois, en fait, c'est quoi les conditions de succès? Les conditions de succès, c'est d'avoir une excellence académique, d'avoir un marché du travail dynamique avec des écosystèmes, etc., et d'avoir des fonds financiers, les fameux capital venture. Probablement qu'on va dire les États-Unis et la Chine ont ces 3 conditions réunies facilement et sans aucun doute. En Europe, probablement pas. Probablement pas. Sur certains, on est très bien, notamment sur les fonds. Je pense qu'il y a un consensus pour dire que c'est quand même plus difficile. Donc on est challenger. Ouais. Après, on a la chance d'avoir un champion français européen qui est Mistral. Donc on va voir comment il arrive à se développer, comment il arrive à résister à ces 2 vagues. Mais c'est vrai qu'en face, on nous attend pas, ça déroule. Donc moi je sais pas, en fait, on verra comment ça va se passer. Je préfère en tout cas, on a les talents. Je rebondis un peu sur les talents parce qu'on l'entend souvent. Oui, l'excellence académique, on l'a. Ouais, l'excellence académique, on l'a. Les mathématiciens forts en France, on l'a. L'IA, c'est des maths, donc on en a. D'ailleurs, si tu devais donner un petit conseil, parce que des fois, j'interviens dans les universités, on me dit, mais qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Je fais de l'IA, je fais de la data science, je fais de la data engineering. Quels sont les métiers en ce moment qui poussent? Toi, tu le vois, hein, j'imagine, on n'a pas parlé de ton équipe, mais il y a beaucoup de personnes dans ton équipe. Oui, en fait, ça dépend si on compte les internes et les externes. Mais oui, on a un certain nombre de moyens. On va dire plus de 150. Ouais. En fait, ça dépend. Si vous voulez faire vraiment... D'abord, il faut être conscient que les gens qui créent l'IA, c'est une poignée de personnes, finalement. Ouais. D'accord? C'est les sociétés de la Silicon Valley qu'on connaît. En France, c'est Mistral et quelques autres. Et en Chine, c'est les sociétés qu'on connaît également. Quand vous êtes dans une entreprise non tech, ce que vous faites, c'est que vous l'utilisez. Donc vous l'intégrez, vous choisissez, votre métier c'est de choisir le meilleur modèle, de potentiellement, si vous êtes très avancé, nous c'est pas encore notre cas chez Servier, mais je pense qu'on va bientôt y arriver, le fine-tuner pour des usages, peut-être qu'on va le faire nous sur un cas d'usage de code par exemple, mais voilà, c'est donc la data science, et la data science elle a beaucoup changé, avant l'IA générative, après l'IA générative c'est très différent, donc il y a des métiers de data engineering toujours très importants pour uploader les données. Nous, on n'a pas fini notre chemin à Servier d'ingestion de nos données. En fait, c'est un tapis roulant, c'est un chemin qui finit jamais. En R&D, il y a toujours une nouvelle base, interne ou externe, qu'on a envie d'ingérer le plus rapidement possible parce que notre fameux TTM à gérer. Donc voilà, tous les métiers, à mon avis, ont d'avenir. La data analyse aussi, il faut pas oublier l'analyse plus, le croisement de données, ce que j'appelle l'analytics plus,
quasiment data science, c'est hyper important aussi. Pourquoi je te pose la question? Parce que c'est vrai qu'il y a un petit débat aujourd'hui dans l'écosystème entre le patron d'NVIDIA, je sais pas si t'as vu, et le patron de Hugging Face, qui disait dans les prochaines années il y aura plus besoin de développement parce que tout va être fait par l'IA. On pense à des outils comme Cursor, V0 qui permettent de donner. Et le patron de Hugging Face il dit non, demain si j'ai un enfant, je vais lui dire il disait même on devrait apprendre le Python au collège. Ouais, moi je crois pas qu'il y aura. Enfin, chacun tire pour sa paroisse. Donc c'est toute cette histoire autour du vibe coding, etc. Exactement. Moi je crois pas. Là, c'est vraiment difficile de se prononcer. Je crois pas qu'il y aura plus de développeurs demain. Je pense que ça va juste encore accélérer, ce qui paraît dingue parce qu'on va déjà très très vite aujourd'hui. La vitesse de production du code, ça va accélérer les migrations techniques. C'est une énorme souffrance dans le monde de l'IT, les migrations tech. Pour le coup, c'est le CEO de Microsoft qui en parlait. Et aujourd'hui, je pense que ça va permettre de faire des conversions de code de façon extrêmement accélérée. Ça va changer le métier, mais je le vois pas disparaître. Il y a une blague qui circulait qui était 90% du code fait par l'IA, puis 100%, puis après les experts qui sont rappelés et qui triplent leur salaire pour corriger un peu toute la mauvaise qualité. Je pense pas mais je me trompe peut-être. Là, avoir la qualité du code, quand même. Ouais, c'est sûr. Il y a aussi des soucis sur le contenu aujourd'hui qu'on a en ligne. On voit énormément de contenus qui sont créés par les IA et du coup les nouvelles IA s'entraînent avec des contenus qui sont créés par les IA. Donc à terme, en fait, on ne sait plus trop si l'information qu'on aura dans nos outils LLM, ça sera de l'information qui a été créée par l'IA ou par l'humain. Par exemple, il y a des gens qui disent que maintenant que les IA ont en grosso modo ingurgité l'ensemble d'Internet, c'est ça. Comment elles vont continuer à progresser? C'est quand même une question. L'entraînement, tu veux dire? Ouais, dans leur entraînement, quoi. Ça, pour moi, c'est une question mark. Il y a plein de gens qui ont plein d'idées plus ou moins farfelues, mais en vérité, on ne sait pas vraiment. Donc, on arrive un peu sur la fin de ce podcast. C'était hyper intéressant. Aujourd'hui, si tu dois nous donner un challenge qui t'attend sur les prochains mois, prochaines années chez Servier, ça serait quoi? Moi, c'est simple, en fait. Je veux dire, à titre personnel, tout est aligné. J'ai une strat, j'ai les moyens que j'ai demandé qui m'ont été octroyés. Donc maintenant, il faut que je délivre. Moi, le challenge absolu, c'est le delivery. Il faut que je délivre. C'est le fameux cas d'usage. Ouais, voilà. Il faut que je délivre. J'ai un problème de scale parce que il faut que je pense mon modèle opérationnel pour sécuriser ce delivery. Donc je dois délivrer, je dois mesurer la valeur aussi, parce que grand moyen, grande responsabilité, il faut être capable de mesurer la valeur, qui est pas forcément en euros directs, mais par exemple en probabilité de succès ou en TTM sur la R&D. Un autre challenge, c'est de suivre, parce que j'ai jamais vu ça moi dans ma carrière personnelle, la vitesse d'innovation, qui est quand même démente. Je pense que c'est vraiment du jamais vu. La vitesse d'adoption, cette révolution, ce tsunami, il est, de mon point de vue, jamais vu. Aussi important que l'Internet? Ouais, moi je pense que c'est aussi important et que c'est plus rapide. L'adoption aujourd'hui. Oui, l'adoption est plus rapide. Ouais. L'adoption est plus rapide. Je pense que l'impact est aussi important et que l'adoption est plus rapide. Et aujourd'hui, c'est. Et sur toutes les générations. Parce qu'on peut imaginer qu'à l'époque, Internet, l'adoption était plus rapide par les jeunes et plus compliquée pour les seniors. Aujourd'hui, je parlais encore hier en famille, on se rend compte que des personnes d'un certain âge sont très à l'aise avec les IA. L'adoption de ChatGPT, la vitesse d'adoption, je crois j'ai plus le chiffre en tête, mais ils ont obtenu les 200 millions de users en quelques mois, je sais plus si c'est 2 ou 3, alors que dans l'ancien monde, c'était quand même 1 an, 18 mois, des choses comme ça. Donc la vitesse d'adoption est démente. L'innovation, moi j'ai jamais vu ça. Je veux dire, j'ai l'impression que le monde entier est sur le sujet. Grâce à Internet au passage, qui permet de partager l'ensemble des infos, les papiers sortent tous les jours. Enfin, c'est absolument fou. Donc, c'est comment on suit cette innovation, comment je délivre, tout en restant innovant. Moi, j'ai besoin de rester super innovant et de délivrer. Donc, c'est 2 mindsets différents dans une même équipe. Ça, c'est intéressant. Donc, on va faire des hackathons aussi, on va faire plein de choses pour rester dans un état d'esprit innovant, tout en délivrant la valeur. Non, mais on ressent bien que chez Servier, du coup, l'innovation, c'est pas juste une vitrine, c'est pas juste pour du marketing, mais c'est vraiment un axe important que vous avez mis et un levier pour la. En fait, il n'y a pas le choix. Dans la pharma, il n'y a pas le choix. Je pense que les pharma qui n'innovent pas, elles vont pas y arriver. Et encore, on n'a pas parlé de quantique, mais dans la pharma, le quantique, c'est une des grandes promesses. Et
un espèce de consensus dit que en 2030, le quantique, ça pourrait être là. Tu vois déjà l'arrivée en 2030? Moi, je pense que c'est possible. Demain, c'est possible qu'en 2030, il y ait des premières applications pharma quantiques. Et donc là, quand tu commences à démultiplier IA quantique, même si c'est pas forcément les mêmes cas d'usage, là, on peut commencer à parler vraiment de perspectives incroyables. Hyper intéressant. Merci beaucoup, Brice, pour toutes ces informations. On a une habitude au Deep Talk, c'est de poser toujours une dernière question à nos interlocuteurs, à nos invités. C'est quelle était la dernière innovation ou le dernier livre que tu as lu sur l'IA qui t'a marqué? Une innovation ou une application? J'ai pas lu de livre récemment. Dis donc, c'est une colle. Celle-là, on la prépare jamais. Non, la dernière innovation... Non, écoute, le buzz du moment, c'est vraiment les agents. Mais par exemple, moi, j'ai vu qu'il t'a marqué ou une application qui t'a marqué. En santé, en fait. Je vais reprendre en santé. Il y a tous les jours des modèles. Donc, parce que tout à l'heure, je parlais d'AlphaFold, qui est le modèle historique qui a valu le prix Nobel aux 3 cofondateurs. Mais en fait, là, maintenant, il y a AlphaFold V3, il y a un modèle OpenFold et Boltz en face, open source, qui s'appelle OpenFold, et un autre qui s'appelle Boltz en face, qui commence à avoir le même niveau. Donc, en fait, c'est vraiment dans la science. Oui, je crois que c'est vraiment dans la science. Il y a d'autres modèles qui ont été développés par Yale il y a encore une semaine. Tous les jours, quasiment, il y a un papier qui utilise l'IA et qui amène des avancées extrêmement rapides dans le healthcare et dans la science, comme on dit. Et je crois que c'est ça qui m'impressionne le plus. Ouais. C'est extrêmement difficile à suivre, mais clairement, on pense qu'il y a des révolutions qui sont les prémices de révolution qui sont en train d'arriver sur le sujet. Donc, c'est ça que je vais choisir plutôt que le classique. Plutôt que le classique. C'est super intéressant. Merci beaucoup encore une fois pour toutes ces informations. J'espère qu'aujourd'hui, après cet épisode, nos auditeurs auront appris énormément de choses sur les molécules, sur les laboratoires, sur les médicaments de demain. Ouais. Et on se rend compte que, du coup, comme je dis souvent, mais c'est vrai que l'IA est partout, et même, du coup, en pharmacie. Absolument. Merci beaucoup, Brice. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas sur le petit lien, et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Au revoir.